Nous avons neutralisé de nombreuses attaques. Un des projets terroristes déjoués. Une action terroriste de grande ampleur. Un individu qui voulait s'inspirer du 11 septembre a été interpellé par nos services. Il y a quelques années, on ne parlait jamais des attentats déjoués. C'était un secret complet. Aujourd'hui, du point de vue des autorités politiques, il est important de communiquer sur le nombre d'attentats déjoués. La France est le pays d'Europe le plus touché par le terrorisme. En moyenne, un attentat est perpétré ou déjoué chaque mois. La France a déjoué plus de 60 projets d'attentats depuis 2012. L'État a été complètement électrisé évidemment par l'attaque en 2012 de Mohamed Merah et évidemment par les attentats de 2 janvier et novembre 2015. On prend conscience qu'on a loupé les trains, qu'il y a eu des failles. Ça va créer un choc terrible. Choc dans l'opinion et choc dans les services de renseignement et l'appareil judiciaire. On n'a pas vu venir les coups. La traque des potentiels terroristes s'appuie sur les services de renseignement. Sur le territoire français, le ministère de l'Intérieur dispose de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et de plusieurs services de police. À l'international, le ministère des Armées peut compter sur la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ainsi que sur l'armée. L'ensemble des forces militaires qui sont projetées à l'extérieur, notamment la force Barkhane qui est active au Sahel avec 4500 soldats, contribuent d'une certaine façon à contenir le risque terroriste. Enfin, le ministère de l'Économie possède plusieurs services qui contrôlent les transactions internationales en provenance de pays où résident des suspects. Le Daesh, elle a encore un trésor de guerre qui est de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc elle est tout à fait en capacité de monter une opération en la finançant assez largement. En 2017, l'État a créé une task force, c'est-à-dire une unité spéciale qui permet de coordonner l'ensemble de ses services. Si on prend par exemple uniquement les services de renseignement en France, il y en a à peu près 17, évidemment qu'il y a un éparpillement des services et parfois des doublons, et souvent des gains de services. Il y a eu plus de moyens mis sur les services de renseignement. Depuis 2014, la DGSI a gagné 36% de personnel, ce qui est un effort considérable dans une période de disette budgétaire. La DGSE, elle, a gagné plus de 30% de personnel, elle aussi. Des effectifs plus nombreux pour contrôler une menace très forte. Actuellement, en France, on a 11 000 personnes radicalisées dans les fichiers des services de renseignement. Sur ces 11 000 radicalisés, il y en a 3 600, je dis bien 3 600, qui sont directement suivis par la DGSI. C'est-à-dire c'est les gens qui sont considérés comme potentiellement en capacité, à un moment ou à un autre, de porter le fer contre la République. La DGSE surveille quant à elle les djihadistes français encore présents en Syrie et susceptibles de rentrer en France pour perpétrer des attentats. Les services de renseignement estiment qu'il y a encore à peu près 250 combattants volontaires français sur zone. Des terroristes potentiels dont le profil type a évolué ces dernières années. Le terrorisme, il y a une quinzaine d'années, était le fait de gens qui étaient des vétérans de l'Afghanistan, 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. La moyenne d'âge, maintenant, c'est 24 ans et demi. C'est-à-dire qu'on est vers du djihadisme 2.0 qui a cédé aux sirènes du numérique. Aujourd'hui, la traque se fait donc principalement sur le terrain du numérique. En 2015, le gouvernement fait voter une loi qui dote les renseignements de nouveaux moyens pour lutter sur ce front. La loi a autorisé les services de renseignement à pratiquer des écoutes, de la pose de balises, de repérer la connexion à telle ou telle messagerie cryptée. C'est ainsi que les services de renseignement ont pu casser le code de la messagerie Telegram, qui était extrêmement utilisé par un certain nombre de djihadistes. Les services de renseignement peuvent utiliser des keyloggers. C'est une espèce de dispositif qui permet de lire en temps réel ce que la cible est en train d'écrire à distance sur son clavier. Un nouvel outil est arrivé pour compléter la panoplie qui s'appelle le IMSI Catcher. Ce sont des espions qui se promènent avec des valises et qui sont en fait bourrés d'électronique et qui permettent de siphonner toutes les métadonnées des téléphones et des ordinateurs qui sont autour d'eux. Les renseignements font aussi appel à des méthodes plus classiques, comme des indicateurs infiltrés dans les réseaux terroristes. Dans le passé, il y a eu des cas où ils ont recruté des personnes. La tâche est devenue plus compliquée, surtout si on est blanc et qu'on vient de France. Ces filières terroristes sont extrêmement fermées, extrêmement compartimentées, et donc l'infiltration et les renseignements qui peuvent venir de l'intérieur, c'est extrêmement rare et extrêmement difficile à obtenir. Il faut bien comprendre que pour suivre un terroriste H24, les spécialistes disent qu'il faut 20 hommes. Si on se mettait à suivre tous les terroristes ou les suspects potentiels à travers le pays, ceux qui sont fichés, l'intégralité des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur n'y suffirait pas.
fois que les agents ont récolté suffisamment d'éléments à charge contre un individu, ils transmettent le dossier à la justice. Aujourd'hui, le procureur national antiterroriste a sous la responsabilité environ 500 instructions en cours et 200 à 300 enquêtes préliminaires. Des enquêtes qui se heurtent à plusieurs obstacles. D'une part parce que les délits que l'on peut constater de propagande, de recrutement, ont été inscrits dans le code pénal mais sont parfois très difficiles à mettre en œuvre. Et d'autre part parce que les GAFA, les grandes entreprises qui gèrent dans le fond Internet aujourd'hui, souvent américaines, sont assez réticentes à coopérer avec notamment les autorités judiciaires. Autre problème, l'émergence d'un terrorisme hybride, des individus isolés et inconnus des services de renseignement. Si la personne elle agit toute seule, en regardant uniquement Internet, et qu'elle décide toute seule de passer à l'action, personne ne pourra le voir venir. J'en veux pour exemple Michael Harpon. Personne n'avait jugé utile de lui retirer son habilitation au secret défense. Il faut reconnaître qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde concerné. Et qu'aujourd'hui, aucun logiciel, aucun outil informatique ne permet de bâtir un modèle qui serait sûr à 100% pour détecter le passage à l'acte. Nous avons pu les déceler ce projet d'attentat et nous avons pu les arrêter. Quand on procède à l'interpellation d'un terroriste, normalement ça se fait sous la décision d'un magistrat. Évidemment, s'il s'agit d'un acte imminent, l'interpellation se fait en flagrant délit par les premiers arrivés. Et très souvent, les premiers arrivés, ce n'est pas forcément les mieux formés. Ça peut être les policiers de l'arrondissement. Le policier du quotidien maintenant est devenu lui aussi un peu un policier hybride parce qu'il peut passer en mode antiterroriste à la moindre remarque. Pour les services de renseignement, la partie est illégale. Eux, ils doivent parer tous les coups, sinon ils ont le sentiment d'un échec. Alors que pour les terroristes, échouer sur 10 coups mais en réussir un, ça peut suffire à donner le sentiment qu'ils ont gagné une partie de la bataille. Évidemment, chaque attentat, pour eux, c'est un drame. À chaque fois, les agents de renseignement se sentent quasiment coupables. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. Je discutais assez récemment encore avec un officier qui m'expliquait que le fait même de rentrer à 4 h du matin, mais d'avoir permis de retirer du circuit quelqu'un qui menaçait la France, effectivement c'est super dur à gérer d'un point de vue personnel et familial, mais il y a une vraie satisfaction derrière. Très souvent, ce travail il est très ingrat pour les agents de renseignement. On sait qu'il va falloir mettre entre parenthèses une certaine partie de sa vie privée, juste pour se consacrer à la lutte antiterroriste et à la chasse des gens qui sont en train de menacer l'État. Ils ont souvent le sentiment de faire un travail de fourmi, invisible, souterrain, non reconnu, et le seul moyen et la seule satisfaction qu'ils aient, c'est « j'ai fait le job, j'ai servi mon pays,